Africains. Le président français Emmanuel Macron, à l'occasion d'une interview, notamment sur la chaîne TV5, s'est à nouveau penché sur la réalité et l'actualité africaine. Il a affirmé des choses. Ces choses nous donnent l'occasion de démontrer que ce qu'il a affirmé est faux. L'objet de cette émission, c'est 1. D'écouter le président Macron. 2. De démontrer que tout ce qu'il a dit sur le Sahel et l'Afrique est faux. 3. De conclure et de réécouter face au Ouattara en train de chanter Dounia avant de nous séparer. Je n'interviens ce soir que sur ce point. Car quand ce qui est dit sur l'Afrique est faux, mon devoir est de rétablir la vérité. Si ce projet vous agrée, ne laissez personne m'interrompre. Protégez, partagez, commentez de manière argumentée cette émission. Votre serviteur est dans son oratoire. Nous sommes là sur la tour de contrôle de l'Afrique des libertés. Hors de question que nous laissions passer des foutaises. Ce n'est pas possible. Les temps ont changé. Ce n'est pas possible, les temps ont changé. Ce n'est plus possible, les temps ont changé. On ne dira plus de fausseté qui traverse 24 heures sur l'Afrique, sans avoir été démenti en Mondovision. Et puis il n'y a rien. La vie continue. Dans la présente conférence, nous allons procéder d'une manière méthodique, scientifique. Vous ne m'avez pas appelé par hasard le docteur des preuves. Nous allons écouter d'abord le président Macron. Nous allons l'écouter entièrement. Son intervention dure à peu près 3 minutes. Puis nous allons le réécouter. C'est-à-dire prendre chacune des réponses qu'il a données aux questions de la journaliste pour prouver que c'est faux. Donc nous allons l'écouter 2 fois. Il n'y aura pratiquement aucun risque que nous n'ayons pas pris la peine de le laisser parler. On ne peut pas dépasser quelqu'un sans passer par lui. On ne peut pas critiquer quelqu'un qu'on n'a pas écouté. C'est ce que le philosophe allemand Schleiermacher appelait le principe de la bienveillance herméneutique. C'est-à-dire que pour critiquer quelqu'un, assure-toi que tu l'as compris. Et pour le comprendre, écoute-le. Car quand tu critiques sans avoir écouté, tes critiques sont superficielles. Et par conséquent, celui qui a parlé avant toi a mieux parlé que toi. Nous allons appliquer cette méthode d'une manière très simple. J'ai publié sur ma page Facebook Franklin Nyamsi l'extrait qui m'intéresse. Je redonne la parole à la journaliste de TV5, Journal Afrique, et à M. Emmanuel Macron, l'actuel président de la République française, qui évoque la situation dans le Sahel. Et le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France au profit... Recommencez. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France au profit... Coup sûr, le Mali ne sont plus un État. Non, un instant. Je repasse bien la vidéo. Parce que c'est une jeunesse à laquelle je suis... Recommencez à l'origine. Oui, madame. Vous avez dit quoi? Allez-y. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France au profit de Moscou, notamment, depuis le discours de Ouaga qui était plein d'espoir. Vous, est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça? Des regrets, moi j'en ai beaucoup pour la jeunesse de ces pays. Je vous le dis. Parce que c'est une jeunesse à laquelle je suis éminemment attaché. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais parce que, là encore, on a des millions... Écoutez-le. De Maliens, de Burkinabés, de Nigériens qui arrivent en France, de familles partagées, parce qu'on a tellement fait avec ce pays. Des millions, hein. Parce qu'on a des dizaines de jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes prennent possession du pays. Des dizaines, hein. Et je peux pas vous dire, je suis heureux. Ok. Mais je mettrai peut-être une réserve. Des djihadistes. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ce qu'on a mal fait, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir de la réponse sécuritaire. J'ai pourtant redoublé d'efforts. Okay. Le premier sommet que je fais en juillet 2017 avec tous les présidents de ce qu'on appelait à l'époque le G5 Sahel, j'ai dit, il faut mettre des projets, il faut de la gouvernance, il faut qu'on... Parce que sinon, dès qu'on arrête un gros terroriste, il arrive à réattirer des jeunes parce qu'il n'y a pas d'espoir. Ah bon? Et on a un peu payé le prix de la mauvaise gouvernance politique, c'est-à-dire qu'il y a un système politique dont les jeunes ont voulu se débarrasser. Je ne veux pas généraliser, dont certains ont voulu se débarrasser. Ah, d'accord. Et on a été emporté avec. Mais on n'était pas là par connivence, on était là parce que
ces responsables politiques élus par leur peuple nous avaient demandé de les protéger. Et la CEDEAO nous avait demandé de la protéger face au terrorisme djihadiste. Et on a fait ce qu'on devait faire. Et il y aurait sans doute pas, à coup sûr, le Mali ne serait plus un État unique si on n'était pas intervenu en 2013. Et je le dis d'autant plus aisément que j'ai pas eu à porter ce choix, il a été fait par mon prédécesseur. Et on est resté trop longtemps dans une posture de soutien sans que ça bouge sur les projets, justement, et sur la rénovation démocratique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé des fautes? Est-ce que ça représente le peuple n'importe? Ben non, parce que c'est pas une élection. Et donc je dirais, en bon français, the jury is still out. Parce que la jeunesse, elle s'est pas exprimée, elle a pas voté. Et au bout de quelques années, moi je n'ai pas commenté les choses, comme ils voulaient plus lutter contre le terrorisme, il s'est retiré. Elle a choisi, il y en a plus. Mais je constate qu'aucun d'entre eux, contrairement à ce qui s'est passé au Gabon, n'est pressé de faire des élections libres. Au Gabon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de quelques années? Ils ont été appelés l'assureur en dernier ressort de leur sécurité, pas de la sécurité de leur peuple, les Russes. Qu'est-ce qu'elles font, ces milices? Parce que ce sont des milices privées et publiques. Elles mettent la main sur les ressources, elles protègent les putschistes. Mais elles ne se battent pas contre le terrorisme, elles ne protègent pas les gens. Voilà la première version. Ça veut dire que ce qu'il dit est tellement scandaleux, est tellement grave que ça fait mal à l'oreille. Maintenant, on va le réécouter, mais d'une manière méthodique. On lui pose une question, il fait une affirmation et je démontre que c'est faux. La méthode est très simple. Recommençons. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France au profit de Moscou notamment, depuis le discours de Ouaga qui était plein d'espoir. Vous, est-ce que vous avez des regrets par rapport? D'abord, je corrige la question de la journaliste. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tourné le dos à la France au profit de Moscou. C'est faux. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de pratiquer une politique respectant une trilogie. 1. La défense de leur souveraineté. 2. Leur liberté de choisir leurs partenaires stratégiques. 3. La défense des intérêts vitaux de leur population. Nous, au Mali, là, au Burkina Faso et au Niger, c'est cette politique que le président Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président Tiani sont en train de mener. Le président Goïta, le président Tiani et le président Traoré ne sont pas en train de défendre les intérêts vitaux du peuple russe. Ils ne sont pas en train de défendre l'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole, le gaz de la Russie. Non. Ils ne sont pas en train de défendre le coton russe, le blé russe. Non. Le président Goïta, le président Tiani, le président Traoré sont en train de défendre les intérêts vitaux des peuples maliens, burkinabés, nigériens, les peuples sahéliens, les peuples africains. Nous, en Afrique, là, qui regardons leurs pratiques, c'est ce que nous savons. Nous ne les avons pas vus ramasser les richesses africaines pour aller les déposer en Russie. Nous les voyons augmenter les recettes des caisses des États du Mali, du Burkina Faso et du Niger avec les ressources de ces pays. Et nous les voyons gérer dans des conditions pourtant difficiles, en se basant d'abord sur ce que possèdent leurs pays respectifs. Madame la journaliste, les Africains ne veulent pas devenir des Russes. Et les Russes n'ont jamais colonisé les Africains. Les Russes n'ont jamais impérialisé les Africains. Les Russes n'ont jamais réduit les Africains au statut de zone de monnaie coloniale. Les Russes n'ont jamais créé un système pour imposer aux Africains leurs dirigeants. La journaliste elle-même, qui mène l'interview du président Emmanuel Macron, commence par une aberration. C'est le manque de respect profond envers le désir de souveraineté, de liberté de choix stratégique, de défense des intérêts vitaux des Africains qui s'exprime dans le Sahel. À partir même de la question posée au président Macron par cette journaliste, l'interview tout entière, c'est une interview basée sur le faux, le déni de la réalité. C'est une interview décalée, coupée de ce que l'Afrique aujourd'hui est. Mais laissons M. Macron répondre. Et nous allons le contredire à chacune des thèses qu'il va affirmer. Des regrets, moi j'en ai beaucoup pour la jeunesse de ces pays. Je vous le dis.
parce que c'est une jeunesse à laquelle je suis éminemment attaché. Je dis pas ça parce que vous êtes là, mais parce que, là encore, on a des millions de Maliennes, de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens qui arrivent en France. Le président Macron vient de dire quelque chose qui est faux. Si le président Emmanuel Macron, président de la République française, était attaché à la jeunesse africaine, la jeunesse africaine ne constituerait pas l'essentiel des centres de rétention et d'expulsion administrative du sol français. La jeunesse française, africaine, en France, ne serait pas en train de dormir sous les ponts de Paris. Elle ne serait pas en train de mourir dans la mer Méditerranée, parce qu'on l'empêche d'entrer légalement en France. La jeunesse africaine ne serait pas en train de mourir aux portes de l'Angleterre, dans la région de Calais, où elle constitue l'essentiel des migrants de la misère. La jeunesse africaine, là, si Emmanuel Macron était attaché à elle, ne serait pas ostracisée pour accéder aux études dans les universités françaises. Elle ne serait pas confrontée aux complications de plus en plus inouïes qui lui ont été faites pour accéder au système de formation et d'enseignement en France. Et cette jeunesse ne constituerait pas l'essentiel de la population discriminée dans le monde de l'emploi ici en France. Monsieur Macron n'est pas le défenseur de la jeunesse africaine. Ça tombe bien. L'Afrique ne lui a jamais demandé de défendre sa jeunesse. Ce n'est pas son rôle. Il est le président de la République française. Sa fonction est de défendre le peuple français, la jeunesse française. Cela suffit bien. Mais le président Macron ne peut pas prétendre défendre la jeunesse africaine alors qu'il est le président qui a co-organisé avec des ministres de l'Intérieur de plus en plus durs envers les étrangers, et notamment envers les Africains, les dispositions anti-immigration les plus drastiques qui soient. Mais l'opinion africaine a été tenue ici en haleine pendant plusieurs jours par la procédure d'expulsion d'un jeune Africain pourtant réfugié politique en France, Souleymane Babou Koné. Oui ou non? Où était M. Macron, le soi-disant ami de la jeunesse africaine, pour intervenir lorsque le ministère de la Justice, impulsé par M. Retailleau et Gérald Moussa Darmanin, a exemplairement traqué le jeune activiste ivoirien Souleymane Babou Koné, le contraignant littéralement à s'enfuir de France pour échapper à un risque d'extradition en Côte d'Ivoire où il aurait pu connaître une mort brutale sous le dictateur Alassane Dramane Ouattara. Quelle Africaine, quel Africain sérieux, quelle Française, quel Français sérieux peut dire que le président Macron s'inquiète pour la jeunesse africaine, que le président Macron aime la jeunesse africaine? Quel acte a-t-il posé en sa faveur? Quel acte a-t-il posé en sa faveur? Il est au pouvoir depuis 2017. Nous sommes en 2025. Cela fait 7 ans que le président Macron, né, si je ne m'abuse, en 1977. Donc un jeune président, probablement le plus jeune président de la République française, élu à la tête de la République française. Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse africaine pour faire les phrases qu'il vient de faire? Mais laissons-le continuer. Je viens de le contredire sur la jeunesse. Il n'est pas l'allié de la jeunesse africaine. Il n'est pas reconnu par les Africains comme un président qui a voulu littéralement entrer en osmose et en harmonie avec l'écrasante majorité de la population africaine. Il n'est pas reconnu comme tel. La jeunesse africaine ne connaît pas M. Macron. M. Macron ne connaît pas la jeunesse africaine du point de vue des actes et du bilan. Zéro au tableau. Je dis bien zéro pointé. Ni la facilitation de la formation et des études, ni la facilitation des migrations, ni la défense contre les discriminations, ni la défense contre les pires régimes africains que lui a publiquement soutenus et qui sont des régimes des régimes qui répriment les jeunes populations. Sur aucun chapitre, M. Macron ne peut se présenter comme quelqu'un qui aura été favorable à la jeunesse du continent africain. Ce n'est pas vrai.
Il n'y a qu'à voir le type de ministre qu'il a placé à la tête des ministères de l'Intérieur et de la Justice pour comprendre son hostilité à l'Afrique. Que ce soit M. Retailleau aujourd'hui, ou avant lui M. Moussa Gérald Darmanin. Quel Africain de France, quel Africain d'Afrique peut considérer que ces gens-là, quand ils sont installés à la justice et à l'intérieur, eh bien c'est un signe favorable pour les jeunes Africains. Aujourd'hui, le gouvernement du Premier ministre Bayrou survit grâce à une alliance avec le Rassemblement national, qui est le parti anti-immigrationniste, le parti raciste. Oui ou non? Mais comment il ose parler de la jeunesse africaine? Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse africaine? Et d'ailleurs, est-ce que la jeunesse africaine lui a demandé quelque chose? Parce qu'il faudrait d'abord se demander qui lui a demandé quelque chose en Afrique. Quand il est venu faire le discours de Ouagadougou, mais qui lui dit que c'était un succès, le discours de Ouagadougou? C'était un échec. Le discours de Ouagadougou a été un fiasco. Ça a été même le discours qui a démontré qu'il n'était pas à la hauteur des enjeux de la relation franco-africaine. Bon, écoutons le président Macron dans la suite de sa réponse. De famille partagée, parce qu'on a tellement fait avec ce pays. Parce qu'on a des dizaines... Alors, il dit des millions de Maliens, de Nigériens, etc. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. Il y a des millions d'Africains, en effet, en France. Mais il ne faut pas créer une illusion. Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. Ce n'est pas vrai. Allez consulter les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. Il y a des millions d'Africains en France. Mais on ne pouvait pas attribuer au Niger d'avoir des millions de représentants ici. Ce n'est pas vrai. Et la journaliste qui lui fait face devrait scientifiquement lui dire « Monsieur le Président, vos chiffres sont faux. Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. » Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. On peut évoquer une population en millions, peut-être en évoquant la population typiquement, je ne sais pas, malienne. Peut-être, parce que la population malienne, selon les chiffres que j'ai consultés, est en Afrique, en tout cas subsaharienne, l'une des populations les plus importantes. La plus importante population d'origine subsaharienne en France. Ok, d'accord. Mais n'en profitez pas pour essayer de créer une généralité. Il n'y a pas de millions de Burkinabés en France. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas parce que vous êtes le président de la République française qu'on doit vous laisser dire ça. Il y a une journaliste qui est là, qui est payée sur nos impôts. Nous qui payons les impôts en France. Et Dieu seul sait à quel point je suis harcelé aujourd'hui par les impôts, manipulé politiquement. On paye les impôts pour qu'on ait des journalistes qui puissent dire au président, mais monsieur le président, sur les chiffres, il y a un petit problème. Il n'y a pas de millions de Burkinabés en France. Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. Ce n'est pas vrai. Donnez-nous exactement les chiffres. D'accord? Et qu'est-ce qu'il continue à dire? De jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes... qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes... Attendez, on va revenir. De familles partagées, parce qu'on a tellement fait avec ce pays. Parce qu'on a des dizaines... Alors, il parle de familles partagées, mais est-ce qu'il sait le drame de nombreux couples franco-africains qui sont aujourd'hui divisés par les lois actuelles contre l'immigration? Est-ce qu'il connaît le drame de nombreux foyers qui ont été fondés sur l'amour, mais qui sont aujourd'hui dans toutes sortes de difficultés administratives, ne serait-ce que pour le principe du regroupement familial? Est-ce que M. Macron peut imaginer ce que souffrent les Africains qui ont constitué des familles, par exemple avec des Français, pour pouvoir vivre pleinement leur union matrimoniale? Est-ce qu'il peut imaginer tout cela? De quoi parle-t-il? Aujourd'hui, est-il aisé pour un Africain vivant en Afrique qui contracte une union avec une personne française, mais de vivre cette union en France? Est-ce que M. Macron peut nous retracer la procédure par laquelle doit passer un Africain pour qu'on ne considère pas que systématiquement son soi-disant mariage, son mariage est un soi-disant mariage, un mariage blanc? Est-ce que les difficultés par lesquelles les Africains passent pour entrer en France sont comparables aux difficultés par lesquelles les Français passent pour entrer en Afrique? Elles sont incomparables. Alors comment fait-il même pour oser parler dans cette affaire-là d'une appétence pour les jeunes? Et pourquoi les jeunes Africains sont-ils de moins en moins nombreux à venir étudier en France, si ce n'est pas parce que les conditions sont devenues incroyablement compliquées? D'abord pour les étudiants français,
Et encore plus pire pour les étudiants étrangers d'origine africaine. Est-ce que vous connaissez la misère estudiantine? D'abord, des jeunes Français actuellement. Et par extension, pire encore, la misère estudiantine des Africains en France. De quoi parle-t-il? Ce monsieur-là, est-ce qu'il est en contact avec la réalité même que nous vivons ici en France? Bon, maintenant, il va sur un autre thème. C'est le thème des sacrifices de guerre. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? De jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes... Oui. Parce qu'on a des dizaines de jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes prennent possession du pays. Je m'arrête là. Le président Emmanuel Macron, président de la République française, évoque la mémoire de dizaines de soldats français morts pour protéger l'Afrique de ce qu'il appelle le terrorisme djihadiste. Arrêtons-nous d'abord sur les dizaines. Que valent les dizaines si on les compare aux millions d'Africains morts pour la France? Lors des deux guerres mondiales, du XXe siècle, la France a eu besoin de supplétifs africains pour combattre en première ligne pour elle. Combien ont laissé leur vie pour que cette France continue d'exister comme république, comme État souverain? Au bas mot, 2 millions. 2 millions d'Africains morts pour la France. Lors des deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45. Lorsque le président Macron se tient et parle aux Africains de 58 soldats français morts dans la guerre contre les terroristes djihadistes. On va revenir sur cette notion de terroriste djihadiste. Mais est-ce qu'il imagine ce que cela représente dans une comparaison de sacrifice à sacrifice? Si toi, ton pays envoie ses soldats chez moi et que tu en perdes 58, alors que le mien en perd 2 millions pour te protéger, est-ce que tu peux me rappeler, est-ce que tu peux même dans une discussion me rappeler tes 58 soldats? Mais pendant que M. Macron parle, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il imagine le nombre d'Africains morts dans le cadre de la traite négrière qui a été pratiquée par l'État français? Le commerce triangulaire. Les millions d'Africains qui ont perdu la vie dans cette affaire. M. Macron pense-t-il seulement qu'il faille ouvrir les procès et la réparation? Lors de la pénétration barbare et coloniale de l'armée française en Afrique, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les déportations, les exterminations, les génocides qui ont été commis contre les Africains, ont-ils connu l'ombre d'un début de jugement? Jusqu'à la scandaleuse affaire de Tiaroy au Sénégal. Est-ce qu'il y a eu un seul jugement condamnant les assassins? Si on descend jusqu'en novembre 2004, lorsque l'armée française tire à bout portant sur une population civile manifestant contre sa présence à quelques encablures de la résidence présidentielle ivoirienne. Ceux qui ont tué plus de 60 Ivoiriens en novembre 2004 en Côte d'Ivoire, ont-ils été jugés, M. Macron? Au moment où vous faites valoir les dizaines de soldats français qui seraient morts donc dans la lutte contre le terrorisme djihadiste. M. Macron, est-ce que vous voyez la cohorte de millions d'Africains morts par la faute de la France ou morts pour la France? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.